Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, donc écoutez, aujourd'hui on va faire le point, comme d'habitude, un hebdomadaire sur la crypto-monnaie, mais un peu plus loin cette fois, je parle également du narratif IA. J'avais dit la semaine dernière que j'allais faire le point, et bien c'est ce que j'ai fait, notamment pour le projet Aether Cloud. Très intéressant d'avoir, il y a beaucoup de choses à dire sur le narratif IA en ce moment, avec en plus les actualités géopolitiques, économiques en parallèle sur ce narratif-là. Bon, donc je vais aborder tout ça. Bien sûr, j'ai parlé du Bitcoin, hein, comme d'habitude, avec le point sur les ETF, mais également les nouvelles très intéressantes là aussi, et plutôt positives, hein, vous allez voir. Je spoil déjà, hein, c'est positif de toute façon en ce moment sur la crypto-monnaie, ça bouge beaucoup. Et également, ben, tous les projets, VeChain, Ondo Finance, tout ce qui est en lien avec la tokenisation des actifs, aussi Chainlink, bien évidemment, Plume. Bon voilà, vous connaissez le schéma. Et en fin de vidéo, je ferai aussi l'actualité crypto plus générale, également le point sur l'or et l'argent qui continuent de battre des records à un niveau jamais vu. Bon, donc là aussi je vais en parler, mais c'est même inquiétant à ce niveau-là parce que on n'a jamais connu une telle montée aussi rapide de l'or, en tout cas, et de l'argent. L'argent, ça s'explique par la pénurie, ok, mais l'or, par contre, c'est pas normal du tout. Bon, donc c'est parti, les amis. Écoutez, j'espère que voilà, ça va vous plaire et puis que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne, la vidéo, à vous abonner également. C'est toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rigole entre passionnés. Et puis, sinon, on y va. Allez, c'est parti. Je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, regardez, c'est la folie. C'est la folie. Cette semaine, on a vraiment pulvérisé tout le mini bear market sur les ETF, hein, je précise bien sur les ETF des 2 derniers mois. Voilà, donc là, on a rajouté en seulement une semaine bien 2 milliards de dollars dans le système des ETF au niveau des capitaux entrants. Donc on est passé de 56 milliards, hein, en début de fin de semaine dernière à 58,19 milliards. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je vous invite à souvent dézoomer par rapport à la situation, par rapport même à l'émotion, c'est que là, du coup, je vous montre la courbe, vous voyez, de tous les flux cumulés depuis le début, hein, depuis 2024, c'est-à-dire le lancement des ETF Bitcoin Spot sur le marché mondial, enfin américain surtout. Et donc, regardez en cumulé la courbe. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que nous sommes en bear market sur l'aspect des ETF Bitcoin? En tout cas, bon, moi personnellement, j'ai pas trop l'impression. Vous voyez, quand on dézoome, on voit qu'on a eu effectivement une baisse en fait de flux de capitaux entrants qui sont passés de 62,7 milliards, quasiment 63 milliards de dollars de flux sur les ETF Bitcoin Spot, donc octobre 2025. Souvenez-vous, flash crash de toutes les crypto-monnaies le 10 octobre et bim badaboum, on est retombé, vous voyez, à un minimum, en fait un low de 56,3 milliards de dollars de flux entrants sur les enfin positif en tout cas sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, ça repart à la hausse avec un 58 milliards. Donc, au niveau institutionnel, parce que les ETF, c'est quand même majoritairement des institutionnels avec des particuliers au milieu, bien évidemment, mais surtout des institutionnels, des entreprises, bon, le bear market, ils connaissent pas sur le Bitcoin, en tout cas pour l'instant. C'est évident, c'est évident. Donc, semaine extrêmement positive. On va voir si bien sûr la tendance continue dans cette voie-là, mais en tout cas, on n'est pas en bear market là-dessus, c'est clair. Bon, ça fait un petit moment quand même, voilà, je dis dézoomer la situation, ne soyons pas dans l'émotion, parce que nous sommes loin, effectivement, d'avoir des capitaux euh, pulvérisés à la baisse, hein, des flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. C'est à peu près la même chose sur Ethereum, mais beaucoup moins impressionnant, puisque là, vous voyez, on est remonté à 12,9, quasiment 13 milliards de dollars de flux entrants positifs sur ces ETF-là. Mais cette semaine, bon, ça a quasiment annulé les 2 dernières semaines. Alors, ça n'a pas été aussi fort et aussi impressionnant que sur le Bitcoin. Et vous voyez aussi, pareil, quand on fait la courbe, quand on regarde et qu'on dézoome sur les flux entrants au total sur les ETF Ethereum, on est plutôt en fait sur une phase de stagnation, un palier presque, je dirais, sur les flux entrants sur les ETF Ethereum. Ah, ça va, c'est plutôt évident, encore plus que sur Bitcoin, pour le coup ici. Bon, donc là aussi, pas de bear market, hein, de toute façon pour Ethereum. Et donc là où vraiment ça continue d'avancer lentement mais sûrement un peu à la vitesse de l'escargot,
Mais bon, hein, si ça peut continuer à gagner, en tout cas, c'est clair, c'est Solana. Les ETF Solana, regardez, nous sommes à 865 millions de flux positifs sur Solana, les ETF en tout cas, avec des flux uniquement positifs depuis quand même un bon moment, même depuis 2025. Donc Solana ne connaît pas la crise ni de bear market, ça c'est clair. Donc vous voyez, si je dois déjà dézoomer par rapport là, cette semaine, par rapport à la situation actuelle, nous sommes très loin d'être dans un bear market, en tout cas institutionnel au niveau des flux, puisque on dirait qu'il y a un regain de confiance et d'intérêt sur les ETF, Bitcoin, en tout cas dans un premier temps, et dans un deuxième temps, Ethereum également, les altcoins. Voilà. Donc c'est intéressant de voir déjà que là, les capitaux sont en train surtout de se focaliser sur Bitcoin. Donc, si nous sommes dans un bull run, parce que je ne même plus, je pense, parler de bull run bear market, je suis plus sûr qu'en soit, j'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus, au niveau des cycles, etc., dans quelque chose de standard, d'historique, et donc de connu. Nous sommes peut-être dans quelque chose d'inconnu au niveau des cycles passés, futurs que vous voulez sur le Bitcoin, en termes de temporalité, mais également d'intensité. Et donc, en tout cas, on voit que là, l'intérêt repart uniquement sur Bitcoin quasiment, voilà, avec des flux explosifs sur Bitcoin. Est-ce que ça va nous lancer derrière quelque chose de fulgurant pour toute l'année 2026? Eh ben, ça, on l'espère, mais on verra bien. Bon, allez, je continue. Cette fois, je passe aux ETF XRP. Donc là aussi, ça continue de monter un peu moins là cette semaine. On est un peu sur la même tendance que Solana. Là, ça monte tout doucement, mais sûrement. C'est XRP avec, ben, vous voyez, 1673 millions de dollars, donc 1,6 milliard de dollars injectés sur les ETF XRP, avec notamment Bitwise qui est largement en tête, comme vous pouvez le voir ici. Mais n'empêche qu'on a toujours les 6 ETF XRP qui se portent plutôt bien, et Franklin Templeton également en deuxième position. Bon, donc XRP se porte plutôt bien, là aussi continue d'attirer malgré tout les capitaux. Je passe maintenant aux articles Bitcoin, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, dans le lourd. Donc notamment cointribune.com, vous voyez, Ethereum pourrait reprendre l'avantage sur le Bitcoin, le ratio ETH-BTC relance les interrogations. Eh bien écoutez, moi je serais tendance à dire, pas pour le moment, puisque on a vu que là, les flux sont en train vraiment de se focaliser sur Bitcoin, en ce moment sur les ETF, même s'il n'y a pas encore de corrélation forte, en tout cas officielle, entre flux aux ETF et les prix. On a vu quand même qu'il y a une connotation, on le voit, enfin, en tout cas moi je le vois depuis que je fais le suivi sur cet aspect-là, il y a quand même un lien, ça c'est clair. Donc, je pense que tant qu'on a des flux positifs sur Bitcoin comme ça, qui sont capables, ou alors un palier, et on l'a vu notamment sur la courbe des flux cumulés sur Ethereum également, on n'est pas encore, voilà, je pense qu'on n'est pas encore, on est encore loin d'avoir cet aspect-là, donc l'Ethereum qui prend le pas sur le Bitcoin, notamment en termes de prix. C'est ça. On le verra, je pense. Après, c'est mon avis, je peux me tromper, hein, je rappelle, je peux me tromper, je ne suis pas devin, je ne suis pas conseiller financier, je vous rappelle, hein, je donne mon avis, mes opinions, là, mes analyses sur le marché. Voilà. Après, c'est à vous de faire votre propre opinion, analyse. Je peux me tromper, hein, bien évidemment. Donc, pour Ethereum, je pense qu'on aura vraiment le regain d'avantage par rapport au Bitcoin quand on aura des ETF Ethereum qui pulvériseront ceux de Bitcoin, comme on l'a connu d'ailleurs par le passé en fin d'année 2025. Et souvenez-vous, on avait des flux Ethereum qui étaient impressionnants comparé à Bitcoin. On avait même des annonces d'entreprises qui investissaient dans Ethereum plus que dans Bitcoin. On avait des nouvelles comme ça assez alarmantes, enfin pas alarmantes, mais plutôt positives, justement, et qui faisaient la différence. Alors que Bitcoin, c'était plutôt terne à cette époque-là. Et en parallèle, ben, quelques semaines après, on avait eu l'explosion des prix du Ethereum, court terme, hein, bien sûr, et on avait juste avant le crash d'ailleurs de octobre 2025 qui a mis fin, je pense, à tout ça, là, qui a cassé tout le monde. Bon, donc voilà où on en est, je pense, sur le marché, mais c'est bien de se poser la question en tout cas. Cointelegraph France, crypto, donc voilà, 21 Shares lance un ETP combinant or et Bitcoin à Londres. Donc là, c'est assez intéressant quand même. On voit, c'est le mélange de plus en plus et le mix entre l'or, la valeur refuge par excellence, donc de l'histoire de l'humanité clairement depuis 5000 ans, et le Bitcoin désormais sur la valeur numérique. Donc là, en plus à Londres, donc c'est quand même Londres, je rappelle, hein, c'est très connu pour notamment le marché London Bullion Market. Bon, bah voilà, c'est sur l'or. Donc c'est plutôt intéressant, c'est en train de se passer même au niveau géopolitique. On a
de plus en plus un adoubement des institutions financières, de la finance traditionnelle globale, sur le fait que le Bitcoin est de plus en plus similaire à l'or. Et il faut se constater, et c'est ça qui est très intéressant, que les faits donnent raison à cet événement, à ce fait-là, puisque là j'ai un article de Journal du Coin, et puis on a ben, forcément la crise en Iran hein, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, avec un effondrement monétaire et une révolte sociale. Donc on entend beaucoup parler de la révolte sociale, clairement, mais on entend trop peu parler, je trouve, de tout ce qui est l'aspect économique. Alors forcément, bon, quand on a une révolution, parce que là je pense que c'est une échelle de révolution carrément qui est en train de se passer en Iran, eh bien, bon, vous avez forcément un impact sur l'économie, hein, tout à l'arrêt, mais là, ça va bien plus loin pour l'Iran. C'est carrément un effondrement monétaire. Donc, vous avez eu la monnaie officielle de l'Iran qui est tombée à zéro carrément, comparé au dollar, à l'euro et aux autres monnaies. Donc, et ça, c'est très souvent, soudain, c'est pas arrivé en plusieurs années, ça a été très soudain. Donc, ça montre aussi les fragilités de plus en plus évidentes des monnaies émises par les banques centrales. Donc, on est là, on parle de l'Iran, mais demain, imaginez, alors, bon, je touche du bois, hein, je veux pas porter la guigne, mais il y a une guerre contre la Russie, qu'est-ce qui va se passer pour l'euro? Allez, moi, je vous pose la question, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans un cas comme l'Iran, on va avoir un effondrement soudain et global de notre monnaie souveraine, à un moment en plus où l'économie européenne, franchement, bravo à nos clowns de là-haut qui l'ont vraiment explosé. Bon, on va revenir là-dessus. On a une crise énergétique. Ah oui, on n'a pas assez d'énergie. On avait la Russie qui nous fait l'énergie quasiment gratos, en termes de coût. Et maintenant, on est obligé de l'acheter par tanker, enfin bon, par GNL, par voie maritime. Ah, ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, que par gazoduc. Ah oui, au niveau des frais logistiques. Bon, bah tout ça, bon, pas être une lumière, quoi, pour anticiper tout ça. Mais donc, du coup, demain, on a une guerre avec la Russie, ou alors, même avec le temps, l'érosion du temps, on fait qu'on voit bien qu'au niveau industriel, on n'est plus du tout dans la course. L'industrie automobile, j'en parle même pas. En Chine, ils sont en train de nous faire des voitures bêtes de course pour 2 fois moins cher que chez nous. Forcément, nous, on a les bonus et les malus écologiques, surtout les malus écologiques sur les voitures. Enfin bref, on fait tout pour exploser nos industries, donc forcément, bah, à un moment, ça colle pas. Donc tout ça mixé, plus bien sûr, ben, le contexte social. Parce que faut pas croire que là, vous avez les agriculteurs, force à eux d'ailleurs, les agriculteurs là, qui manifestent. Bon, bah, ça fait aussi des tensions sociales. On le voit même dans l'Union européenne. Bon, donc on n'est pas à l'abri vraiment d'un schéma, peut-être pas aussi fort qu'en Iran, bien évidemment, mais quand même avec une tendance similaire. Donc, une érosion de la valeur de notre euro, tout simplement, qui est déjà quand même pas en très bon état. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai un tweet de Bitcoin Magazine avec la valeur du Bitcoin par rapport à la valeur officielle de la monnaie de l'Iran. Et regardez-moi ça, ben, en même temps qu'on a eu la chute brutale et catastrophique, hein, mais vraiment incroyable, de la monnaie de l'Iran officiellement, eh bien, on a le Bitcoin, lui, qui a explosé. Et donc, du coup, on a l'impression, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est le Bitcoin qui a explosé en valeur, donc de milliardaires là-bas en Iran, si vous aviez misé sur le Bitcoin par rapport à la valeur de la monnaie iranienne, mais pas du tout. En fait, c'est juste que le Bitcoin, lui, il a gardé un peu sa valeur intrinsèque, et c'est juste que du coup, ça permet de préserver son pouvoir d'achat. Parce que là-bas, du coup, un paquet de pâtes, bon, ben, un paquet de pâtes en monnaie iranienne vous faites exploser, quoi. La IRR fait exploser. Voilà, donc le Bitcoin, on voit bien que là, il a joué son rôle parfait de valeur refuge par excellence, et en plus, en restant numérique. Parce qu'avec le contexte de révolution qu'il y a là-bas, ça bouge dans tous les sens, ça canarde, là, on le voit bien. Effectivement, avoir de l'or, bah, c'est plutôt risqué. Que ce soit, ou même dans la rue, ou enfin, traverser la rue pour aller essayer d'échanger son or, ben, ça peut être problématique quand il y a des balles qui fusent dans tous les sens. Voilà. Un peu le principe, je vois, que je trouvais très intéressant du Bitcoin. Ça fait quand même un petit moment que on souligne, sans avoir de preuves véritables, que le Bitcoin peut jouer une valeur refuge. Ben là, on l'a. Là, on a la preuve effective, officielle, que le Bitcoin joue la valeur refuge par excellence, au même titre que l'or, mais avec un point de vue pratique en plus quand même sur le point de vue numérique, en Iran. Voilà, avec le contexte social qui
retenez-le bien quand même, ça peut nous arriver. Je veux dire, nous, l'Europe, ne pensez pas que ça peut pas arriver à l'Europe parce que c'est l'Europe. Non. Ce qui est arrivé en Iran, ça peut aussi nous tomber dessus, je pense en tout cas, et je l'espère pas. Et franchement, je l'espère pas, parce que c'est le bordel, hein. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est le bordel, quoi. Mais voilà, pour vous dire en tout cas, et forcément, là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est cryptost.fr, hein, vous voyez, Iran, l'utilisation des crypto-monnaies explose dans un contexte de répression sanglante. Bon voilà, malheureusement, hein, ça tire dans tous les sens, donc pensez également au peuple iranien, hein, que c'est quand même dur ce qu'ils vivent. Donc voilà pour l'intérêt des crypto-monnaies en fait, tout simplement. Et je pense également à l'intérêt de pas rester forcément dans l'euro, hein, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais dans l'or, bien évidemment physique, l'argent physique, pour pouvoir troquer, si l'euro vaut plus rien, même le cash ne vaudra plus rien. Donc voilà, et également de miser sur des monnaies alternatives comme le dollar, le franc suisse, qui reste quand même bien plus solide par rapport au continent européen, pour l'instant, en tout cas, par rapport à l'euro. Donc, je continue, mais vous voyez, c'est quand même très intéressant au moins, d'exploiter, ces «datas» entre guillemets, sur ce point de vue-là. Pour ce qui est du bitcoin, ben, vous avez compris, ce qui est du bitcoin, quand on voit tous ces événements, on comprend bien qu'il y a plusieurs forces sur le bitcoin et que déjà, il y a un combat monétaire qui est en cours et que le bitcoin a toute sa place dedans. Parce que là, vous voyez déjà, je suis sur donc cryptocant.com. Et sur les balances, vous savez, sur les exchanges, du nombre de bitcoins que je vous mets quand même à jour assez régulièrement, donc toutes les 2 semaines à mon avis, en moyenne. Et regardez-moi ça. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir une fuite officielle des bitcoins des plateformes exchange. Regardez, on a encore atteint un all-time low sur le nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. Voilà, c'est ici là. Vous voyez, vraiment, on est en train d'assister à une razzia des bitcoins. Clairement. Et ça, sur une échelle de temps depuis déjà au moins 5 6 ans. Ça ne fait que diminuer. Et on voit que ça s'accélère depuis, comme par hasard, l'arrivée des ETF Bitcoin Spot. Donc on voit bien que là, il y a un lien évident avec les institutionnels qui sont arrivés sur le marché du Bitcoin et qui sont en train de rafler clairement le plus de Bitcoin possible, au détriment bien sûr de la population, puisqu'à la base en plus le Bitcoin était, ironie du sort, destiné au peuple, entre guillemets, hein, citoyen, qui ont fait référence aux propos de Satoshi Nakamoto, de sa vision. Voilà. Donc aujourd'hui, si on doit faire le point, je pense, sur le Bitcoin, pour moi, c'est l'actif par excellence, alors numérique, mais bien sûr à compléter avec l'or, l'argent physique, pour débancariser tout simplement et sortir des shitcoins, je suis désolé de le dire comme ça, mais que sont l'euro et toutes les monnaies fiduciaires. Voilà. Et si on a un essor aussi fort des stablecoins, c'est pas également un hasard, je pense. Notamment, je vais faire le point sur les États-Unis, que là, vous savez, sont en train de passer une régulation, c'est le Clarity Act au niveau crypto. Alors, c'est pas encore officialisé totalement, définitivement, parce que c'est pas passé. Enfin bref, il y a eu gros débat là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Trump, l'administration Trump, sont à fond sur les stablecoins. Et ça devrait interpeller. Parce que pourquoi Trump, et ça c'est une question que je me posais, je me dis pourquoi Trump, quel intérêt il a à mettre le paquet sur la crypto-monnaie à ce point-là, surtout sur le Bitcoin, alors que c'est censé faire concurrence au dollar, notamment avec les stablecoins. Eh bien, les stablecoins, c'est pas compliqué, ils sont tous, je vous rappelle, 98% du marché des stablecoins est dans les mains du dollar. Le USDT, le USDC, enfin, voilà, donc on a toutes ces monnaies, tous ces stablecoins sont indexés sur le dollar. Ils ne sont pas sur l'euro, sur le yen, le rouble, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, il faut comprendre que derrière le principe facile pour les stablecoins, c'est les entreprises privées, notamment Tether, qui émettent des stablecoins. Mais bien, il faut savoir que leur rôle à ces entreprises, c'est pour un stablecoin indexé sur le dollar, elles doivent produire, créer un dollar. En gros, elles impriment quelque part des dollars, mais elles l'impriment pas elles, parce que ce ne sont pas les banques centrales. Donc elles l'empruntent, elles l'achètent en fait des obligations quelque part d'État. Donc elles, quelque part, elles impriment de l'argent via la banque centrale. Elles empruntent en fait de l'argent. Donc elles achètent, ces entreprises privées achètent de la dette américaine, fondamentalement. Donc on se retrouve avec les stablecoins sur un marché extrêmement juteux
extrêmement positive, je pense, hein, c'est mon avis en tout cas, encore une fois, je peux me tromper, c'est à réfléchir, à mûrir. Mais l'intérêt de Trump, c'est de renforcer finalement le dollar grâce aux stablecoins, simplement grâce à des entreprises privées aux notes américaines, hein, et surtout pas étrangères, qui achètent elles-mêmes de la dette américaine et donc du dollar. Voilà. Et donc, le double intérêt, en plus, l'enjeu derrière, je pense, va venir pour les stablecoins et l'administration de Trump par rapport au Bitcoin, aux crypto-monnaies, c'est également l'aspect de dégager tous les créanciers étrangers. Parce que je rappelle que les deux premiers créanciers étrangers de la dette américaine, c'est la Chine et le Japon. La Chine, on voit, ça se passe pas bien du tout là, entre les États-Unis et la Chine, on l'a compris. Et le Japon, ben, pêcheur, sont en train de se prendre une méga claque économique avec une inflation du tonnerre, donc ça va pas très bien là-bas. Donc le problème, là, la peur qu'ont les Américains sur le Japon, c'est que bah, ils rapatrient tout simplement avec une grosse crise du carry trade des Japonais, j'en ai déjà parlé, et donc rapatrient tous les flux et les capitaux des États-Unis vers le Japon. Voilà, on en est là, hein. C'est le bordel quand même, hein. Franchement, c'est le bordel. Donc je pense que les stablecoins, le RW, la tokenisation d'actifs, le Bitcoin, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a plus qu'un enjeu technologique. Donc là, je parle de la tokenisation d'actifs avec la facilité, le confort, etc., que ça représente pour les institutions. Il y a vraiment un enjeu monétaire en plus de tout ça qui a lieu aux États-Unis pour la souveraineté même du dollar. En fait, c'est carrément une guerre économique là, qui est sous nos yeux et on n'a pas vraiment le conscience de ça, je pense. Bon, donc c'est assez intéressant et on le voit et ça se reflète sur le fait que les institutionnels font la razzia de Bitcoin. Donc vous avez compris que quand on met les éléments bout à bout comme ça là, bon, on me pose la question, est-ce que le Bitcoin a le bear market? Bah, je fais un grand sourire et je me dis bah peut-être qu'il y a le bear market, mais si vous avez un horizon de temps assez moyen terme, long terme, bah peut-être que vous avez intérêt à avoir même le bear market pour recharger quoi. Voilà, parce qu'on est vraiment peut-être dans une opportunité d'une vie, quoi, pour investir dans ce genre de choses, de technologies, d'actifs. C'est peut-être, voilà, c'est l'opportunité d'une vie pour moi, clairement. Encore une fois, c'est mon avis. J'engage tout le monde de faire ses propres recherches, de faire ses propres avis, ses propres opinions. Mais quand je vois ça, voilà, quand on voit toutes les convergences comme ça d'événements, assez édifiant quand même. Bon. Donc après, sur le court terme, encore une fois, je rappelle, sur le court terme, le Bitcoin, la crypto-monnaie sont extrêmement volatiles, hein. Le DIM octobre le prouve très bien. On peut se retrouver avec un moins 50% sur la journée sur une crypto, on n'a pas compris. Donc là aussi, il faut rester prudent malgré tout et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je rappelle, hein, avec pas tout dans le Bitcoin, par exemple, dans la crypto, ça c'est très dangereux. Voilà, parce qu'il y a une volatilité court terme. Si vous avez besoin des fonds court terme, bah, ça vous pouvez pas contrôler, c'est impossible. Voilà, donc il faut avoir une stratégie vraiment euh, en béton armé, avec une diversification, hein, des actifs quand même solides comme l'or, l'argent, avec plus également du franc suisse pour avoir quand même pas tout en débancarisation, faut quand même vivre avec notre temps, hein. Voilà. Donc, mais c'est hyper intéressant. Et donc, en tout cas, je continue, toujours pareil, pour vous dire à quel point je pense que les personnes qui sont trop dans les cycles bear market, bull market, enfin bref, peu importe, nous sommes plus, c'est mon avis, nous sommes plus dans un contexte économique et géopolitique traditionnel comme avant. Voilà. Et là aussi, par exemple, j'ai un tweet qui est très bien pour souligner cet état-là. C'est tout simplement le tweet de Plan B sur simplement son graphique qui illustre l'évolution à travers le temps et à travers un modèle un peu stock to flow comme il le fait également pour le Bitcoin, mais là avec tous les actifs les plus importants au niveau mondial. Donc vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez également l'immobilier et bien sûr le Bitcoin. Et donc vous constatez qu'au fur et à mesure du temps, depuis le lancement en fait du Bitcoin en 2009, eh bien vous avez le Bitcoin qui a toujours eu tendance à suivre au final cette ligne droite, la linéaire, comme vous pouvez voir ici, heu, un peu en parallèle de la valeur des autres actifs comme, justement le marché immobilier, l'or, l'argent. Et vous constatez donc qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, le Bitcoin a tendance
à se rapprocher de plus en plus de la valeur du market cap au final, du market cap de ces actifs-là. Au point que, eh bien, on a eu, le bitcoin qui a dépassé l'argent à un moment. Alors là, c'est plus trop le cas parce que je crois que l'argent a pulvérisé tous les records avec sa récente montée. Mais en tout cas, également, même l'or à un moment, on était, pas loin entre le bitcoin et l'or. Et on voit qu'ici, eh bien, on a là, ces derniers temps, une décorrélation totale qui est pas normale si on suit le schéma passé également, de la valorisation du bitcoin par rapport à l'évolution des autres marchés. On voit que l'or explose, l'argent explose, le bitcoin a un retard. Et ça se retranscrit vraiment ici, et ça, c'est pas normal par rapport à l'histoire passée, mais pas de cycle. Parce que là, on parle plus de cycle pour moi, on parle vraiment de valeurs intrinsèques par rapport à chacune des valeurs refuges, ou en tout cas d'investissement par excellence. Là, je pense à l'immobilier, notamment avec ces centaines de trillions de dollars de market cap au final. Voilà. Donc, je pense que là aussi, le Bitcoin est sous-évalué, pas par rapport au cycle. Encore une fois, je ne crois plus vraiment à la théorie, enfin au cycle, parce qu'on est plutôt dans la même configuration, mais plutôt en la position de valeur refuge, parce que là on parle vraiment de ça, par rapport aux autres actifs également valeur refuge. Et au marché immobilier, bien évidemment, mais le marché immobilier, on est encore sur quelque chose d'un peu plus sérieux en termes de et différent, parce que c'est pas vraiment une valeur refuge, c'est le marché immobilier, c'est encore autre chose, je pense, clairement. Voilà, mais en tout cas, par rapport à l'or et à l'argent, c'est quand même assez édifiant. Bon. Donc, je pense, personnellement, je pense qu'avec tous ces éléments-là, 2026 va être hyper chaud patate pour le Bitcoin. Clairement, après, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais mon avis, c'est que on n'a pas encore tout vu sur le Bitcoin et qu'on va avoir des nouvelles phénoménales dans les mois, les années qui viennent. Parce que, voilà, c'est un enjeu désormais bien plus qu'une simple actif spéculatif. Maintenant, c'est un enjeu de guerre monétaire, comme je l'ai dit, mais également de valeur refuge. Bon, donc je continue, les amis, je vous passe la TVL du Bitcoin et vous voyez qu'elle repart à la hausse là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on voit, il y a les ETF, les capitaux qui sont en train de revenir sur le marché des ETF Bitcoin, en tout cas là pour le court terme. La TVL repart à la hausse, et donc je rappelle que généralement, quand on a une TVL qui repart à la hausse ou qui va vers le bas, les prix, s'il y a une corrélation forte entre le token et la TVL, c'est-à-dire les flux injectés dans l'écosystème concerné par le token, eh bien, il y a un lien entre prix et TVL. Voilà. Donc la crypto-monnaie, par exemple, Ondo, c'est le parfait exemple de décorrélation parce que Ondo, le token, enfin, pour l'instant, est simplement un token de gouvernance. Donc forcément, il y a une TVL qui fait une ligne droite. D'ailleurs, je vais en reparler, vous allez voir, ça continue de battre des records, truc de fou. Mais les prix, eux, presque qu'ils font l'inverse. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de lien encore réel entre. Il y en aura un, hein. Et quand il y en aura un, ça va faire mal, hein. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Le Bitcoin, il y a un lien, forcément. Le Bitcoin lié à l'écosystème, avec les frais de gaz, etc. Donc, bon. Donc ça repart à la hausse là. Donc c'est pas étonnant. Et vous voyez, c'est en lien avec la récente montée des prix du Bitcoin. Je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. On va vers de beaux jours, à mon avis, sur le Bitcoin. Moyen long terme. Court terme, j'en sais rien. La TVL nous dit plutôt que oui, mais autant ça peut se péter la gueule demain. Voilà. Donc tous ces éléments-là font quand même que c'est plutôt positif, vous voyez, cette semaine sur le Bitcoin, et qu'on va avoir des choses intéressantes là, dans les mois qui viennent. Et moyen long terme, je suis ultra convaincu, vous le savez, 1 million de dollars 2030. Bon, bref. En tout cas, je pense que vraiment, on n'a pas tout vu sur le Bitcoin. Allez, je continue sur VeChain cette fois, les amis. Donc là aussi, il y a des nouvelles très intéressantes et c'est parfait parce que cette semaine, on a vraiment vous voyez, le fait que c'est l'importance de dézoomer et de s'intéresser vraiment aux fondamentaux et non pas au prix. Parce que si on regardait par exemple les prix de VeChain, on dit bon, bah, on rentre tous chez nous et puis on prend la couette et on pleure et puis voilà quoi. Voilà l'intérêt de prendre les fondamentaux et de savoir sur quoi vous investissez au final. C'est là. Parce que là, j'ai un tweet donc de Apollo. Vous avez le VeChain qui a été listé en fait dans le top 10 des solutions blockchain au niveau mondial et il a eu un score VeChain de 9,7 sur 10. Donc ça va bien plus loin que juste top 10. En fait, VeChain a été noté top 2 derrière Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc moi j'ai le rapport, je vous le montre, c'est de softlist.io
qui fait la référence des top 10 des solutions blockchain, comme je vous l'ai dit, avec notamment donc Ethereum, VeChain, comme on peut voir ici, Polkadot, et puis également des plateformes exchange qui ont été mises à l'honneur, comme Binance notamment, numéro un mondial de toute façon. Et donc là, la numéro un mondiale qui a été choisie, c'est Ethereum, pour plusieurs raisons. Donc j'en fais un rapport après pour chaque nomination, on va dire. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est VeChain, et ils disent que c'est la meilleure blockchain pour tout ce qui est les petits business. Donc ça, c'est intéressant, et donc ils appellent ça une blockchain qui est en train vraiment de viser l'adoption de masse à travers des solutions de traçabilité et de le long terme, en fait, sur un niveau entreprise, un niveau institutionnel, quelque part. Voilà, c'est ça VeChain, au final. Donc là où c'est intéressant, donc ils ont fait vous voyez les notations pour chaque blockchain. Donc Ethereum a eu un magnifique 9.9. Donc là quand même c'est beau pour Ethereum, mais je pense qu'avec l'arrivée de la tokenisation d'actifs sur Ethereum, et surtout la mise à jour, vous savez, que j'ai présenté la semaine dernière au niveau technique, je pense qu'Ethereum est loin de nous surprendre et a pas encore tout donné là. C'est le début de l'évolution d'Ethereum. Je pense qu'Ethereum va battre tous les records dans les années qui viennent avec ce qui se passe, surtout grâce avec le surfing de la tokenisation d'actifs. Bon, et surtout, ce qui est intéressant, c'est VeChain. Voilà, VeChain en numéro 2. Alors, quand même, c'est étonnant parce que VeChain, bon, là, ils ont une année de merde au niveau des prix, on l'a vu. Euh, Ils ont eu la plateforme VBetterDAO qui n'avait pas trop, au final, de lien direct avec les solutions supply chain de VeChain proposées déjà en 2021. Et donc, c'est assez intéressant de voir que d'un coup, on a quelque chose comme ça qui nous sort VeChain en numéro 2 devant Polkadot, Cosmos et toutes les autres blockchains au final en termes de solutions. Voilà. Donc, on voit que là, on a eu un 9.7, petit business, et après, au niveau des prix, bon, ils ont fait leur rapport, alors je ne l'ai pas là, mais c'est assez intéressant à voir en tout cas. Et ils ont parlé donc de la Proof of Authority, donc là c'est 2.0, mais moi je le rajoute. Les frais de transaction qui sont effectivement stables et peu coûteux, une décentralisation de plus en plus forte et surtout construit pour une adoption de masse. Ça, je pense que c'est vrai, on le sous-estime un peu trop avec VeChain, mais qui sont vraiment l'objectif de VeChain, c'est d'assurer l'interopérabilité, mais surtout, eh bien, le fait que les utilisateurs de l'écosystème de VeChain n'aient pas l'impression d'utiliser de la crypto-monnaie. En tout cas, on sent que c'est la volonté de VeChain et d'utiliser par exemple l'application BYB. Donc vous faites votre gym, bah, au final, n'importe qui peut l'utiliser sans réellement penser derrière à vouloir le faire pour la crypto-monnaie. Alors, ça peut être juste pour l'entretien du corps, par exemple. Donc sous tout cet aspect-là, vraiment, vous voyez que les fondamentaux, on voit, enfin, VeChain est quand même aux côtés d'Ethereum, quoi, là, si on fait sur le podium. Bon, donc ça devrait interpeller déjà, en termes d'investissement. Bon. Après, deuxième chose intéressante, alors moi je l'ai déjà dit, je suis pas hyper enthousiaste pour l'aspect dictature. Parce que bon, on voit bien que l'Europe là, ça commence à s'avancer dans la dictature assez profondément, enfin, de plus en plus. Mais là, vous voyez, VeChain, donc déjà dans le partenariat qu'avait fait mis en place VeChain avec WeCord, vous savez, tout ce qui est la production de passeports digitaux, eh bien ça y est, là on passe carrément à un niveau production, si je puis dire, puisque maintenant vous avez l'AMRC qui est le rentré dans la danse, donc pour la production tout simplement des passeports digitaux. Donc là, ça passe à l'étape supérieure, et donc bon, bah, on devrait voir dans le futur carrément peut-être une révolution du passeport digitaux, et en fait derrière on saura que ça a été produit quelque part par VeChain. En tout cas avec la technologie euh, stricte de VeChain. Bon, donc ça aurait été sympa qu'ils bossent sur autre chose que ça pour nous fliquer, quoi. Putain. Ah. Bon, donc, petite, outre cet aspect-là, mais évidemment, on en rigole, il vaut mieux ça qu'en pleurer, eh bien, c'est très positif pour VeChain parce qu'on voit bien que là, VeChain, du coup, est considéré comme le leader en Europe. Parce que bon, je vous rappelle que quand même la production de passeports, on va pas donner ça au premier pignouf du coin, quoi. Surtout à une échelle de l'Union européenne. Bon. Donc, je pense que là aussi, Vetien, on va avoir de très très bons retours sur cette année 2026, avec des fondamentaux toujours aussi explosifs sur l'aspect maintenant supply chain.
directement et partenariat industriel. Et je pense que là, on va atteindre carrément un niveau industriel. D'ailleurs, il parle ici, vous voyez, d'une échelle industrielle sur l'infrastructure de la production de passeports digitaux. Vous voyez? Donc c'est fait pour produire à une grande échelle, une échelle de masse en fait. C'est ça, VeChain, est pratique. Bon. Et ce qui est intéressant, ouais, vous voyez, c'est cette semaine, c'est fou quand même, hein. Cette semaine, ça bombarde, hein. Donc là, VeChain, pareil, ils ont tout arrive en même temps là un petit peu. On a donc un documentaire, donc GSTI, qui a été hosted, donc mis en place sur la CNBC quand même, pour parler de l'écosystème de VeChain et de la technologie que ça engendre derrière. Voilà. Donc on voit que là, toutes les planètes quand même sont alignées sur VeChain pour malheureusement, je dirais, là, j'ai le contrôle, quoi, en fait. C'est ça qui est dommage, et que j'ai l'impression que VeChain est détourné dans un aspect de construction, de contrôle des citoyens, quoi. Voilà. Donc là, je vous montre le documentaire qui est quand même très bien fait, hein, qui parle pas de cet aspect de contrôle, ça c'est moi qui le dis, bien évidemment, avec la vision que j'ai des choses, et vous le savez très bien, ben, c'est vraiment comme que j'en parle, cette vision-là, quand je fais des actualités économiques et tout, à un moment que j'ai pas fait d'actualité économique, mais bon, vous connaissez le fond de ma pensée sur ce qui se passe. Et donc, vous voyez que là, voilà, je vous mettrai le lien, bien sûr, du documentaire de Vetchen, c'est très intéressant, vraiment, ça mérite, ça gagne à être regardé, sur en plus CNBC, donc une des plus grosses chaînes quand même américaines, c'est pas rien. Donc voilà, après il y a le petit article qui précise comment ça marche. Vous voyez l'impact que ça a sur l'empreinte carbone, parce que vous avez l'aspect écologique également de la plateforme VBTRDAO sur VeChain. Également tout ce qui est les agents autonomes, donc qui vont arriver sur, je rappelle, VeChain, hein, c'est l'objectif de 2026 au niveau de la roadmap de VeChain, de mettre en place sur la plateforme VBTRDAO des agents autonomes, donc sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses là pour Vetchen dans les cartons, très intéressant. Après, au niveau des statistiques, là, bon, ça stagne un peu en ce moment. On voit que c'est toujours sur une belle évolution, notamment au niveau des nouvelles adresses sur l'écosystème. Nous sommes désormais à 14 500 000, 515 000 nouvelles adresses et avec une moyenne de 8 000 nouvelles adresses par jour à peu près. Bon, donc c'est quand même pas mal. On a une perte de momentum, bien sûr, par rapport à milieu d'année 2025, mais ça reste très propre quand même, on le voit. Au niveau des contrats, c'est là où ça fait vraiment tilt, c'est intéressant sur VeChain, c'est que on a vraiment une explosion nucléaire sur le nombre de smart contracts qui ont été créés et qui sont actifs sur VeChain. Je rappelle que les smart contracts, c'est tout ce qui est au final les dApps, donc les applications sur l'écosystème de VeChain. Donc là, on pense à l'application enfin à la plateforme VBTRDAO qui fait le hub de toutes les applications. Eh bien voilà, la base, c'est des smart contracts qui permettent de construire ces applications-là. Donc plus vous avez de smart contracts et plus vous avez d'applications ou d'interactions possibles entre développeurs, utilisateurs, applications dans l'écosystème de VeChain. Et donc plus vous avez de transactions, plus vous avez d'échanges, de burn de VTSO du coup, etc. Voilà. Donc on voit que là aussi c'est bien, mais qu'il y a une perte de momentum, hein, forcément là en ce début d'année 2026 par rapport à l'année dernière. Donc ça se recoupe un petit peu avec la perte de momentum trouvée sur les nouvelles adresses, euh, nouveaux comptes au fur et à mesure du temps. Allez, je continue toujours sur VeChain au niveau de la TVL. Et là, la TVL, bon, bah écoutez, la TVL nous dit toujours que c'est pas encore ça, puisque en termes de valeur dollar, bon, bah on voit que VeChain est toujours éclaté au sol, mais bon, c'est un peu normal avec notamment la dérouillée qu'a pris VeChain au niveau des prix. Et sinon, en nombre de VeChain, vous voyez, ça repart à la baisse. Là, c'est dommage, hein. C'est clair, donc ça veut dire que là, sur le court terme, moyen terme peut-être, après, ça dépend bien sûr en plein de facteurs, mais logiquement, court terme, moyen terme, on n'est pas encore trop dans les alléluia pour, pour VeChain au niveau d'une hype fondamentale. Voilà. Comme on l'avait connu notamment, vous savez, en 2021, avec quand on a eu les prix, les tops des prix du VeChain autour des 0,20 centimes, enfin 20 centimes de dollars, etc. Là, on était vraiment dans une grosse hype avec une TVL qui explosait régulièrement, à l'image d'Ondo un peu. Voilà.
Donc, sinon, bah, écoutez, franchement, au niveau des fondamentaux, on voit que VeChain, ça envoie du pâté là en ce moment, avec notamment les nouveaux passeports digitaux. Le documentaire quand même qui a été passé sur la CNBC, en tout cas un partenariat avec CNBC, bon, ça bouge beaucoup. On voit qu'il y a des choses qui se passent, donc c'est là où on voit l'intérêt de s'intéresser quand on investit sur un projet vraiment aux fondamentaux et non pas au bruit qu'il y a à côté et même au prix qu'il y a sur le projet là. Voilà, parce que les fondamentaux, tôt ou tard, feront les prix, hein. Je le dis souvent, je pense que c'est d'autant plus vrai, notamment quand on voit, ce qui se passe, bah, en Iran là avec, alors je repasse sur le bitcoin, mais, on voit le fondamental du bitcoin là, il a été mis en avant, plein pot quoi. Voilà. Donc incroyable ce qui se passe, vraiment on vit une époque de fou quand même, hein. Fou. Donc maintenant, je continue avec le RWA financier et notamment donc Ondo Finance. Et donc là, on voit bah, effectivement Ethereum est en train de pulvériser tous les records, notamment au niveau du RWA, puisque c'est Ondo Finance qui le dit eux-mêmes, hein. Donc le RWA sur Ethereum est en train vraiment d'atteindre une masse critique de statistiques au final. Donc au niveau du RWA, bah, 40% de tous les fonds tokenisés du trésor américain eh bien, Ondo Finance assure 40% des comptes sur Ethereum. Voilà. Donc, sur Ethereum, donc Ethereum est vraiment en train de gagner là, du terrain à fond sur le RWA, en également faisant profiter Ondo Finance, bien évidemment, qui opère sur Ethereum. Voilà. Et Ethereum, d'ailleurs, a même fait un post, vous voyez, en soulignant Ondo Finance, vous voyez, et les bons du trésor, les ETF, les actions boursières, tokenisé, bien évidemment, tout ça tokenisé, mis en place grâce à Ondo Finance et le Ondo Global Market, souvenez-vous. Voilà. Donc ça part en vrille, hein, ça part en vrille pour Ethereum, tout se rejoint hein, clairement. Et vous avez vu, et d'ailleurs Ethereum a été mis en numéro un sur Softlist en termes de blockchain la plus compétitive au niveau mondial. Très intéressant. Allez, je continue, et là, Ondo Finance, ça fait, c'est bien ça, ils ont mâché le travail. Ils ont fait la liste au final, de tous les points intéressants qu'il y a eu cette semaine en termes de nouveautés de tokenisation d'actifs, voilà, au niveau de l'actualité crypto, même économique. Donc on voit que la première nouvelle, c'est BNY qui a lancé tout simplement une expansion en termes des actifs digitaux et avec bien sûr de la tokenisation d'actifs. Donc ils ont commencé avec le collatéral et les marges de workflow. Bon, bah maintenant ils passent carrément en fait à la tokenisation des actifs on-chain. Donc ça c'est BNY quand même. Pas rien. Ensuite, vous avez Stripe, ça y est, qui a permis les paiements en crypto directement. Donc ça, c'est un partenariat entre crypto.com et les utilisateurs de Stripe. Ils peuvent désormais payer en crypto. Vous avez la Lloyd Bank, ça y est, qui a fait des premiers dépôts de fonds tokenisés sur la blockchain. Vous avez les records de stablecoin. Ben, je vous parlais des stablecoins, vous voyez, tout à l'heure avec l'enjeu de guerre économique pour le dollar et tout, eh bien, tu sais, les stablecoins, au niveau des transactions, ils ont battu un nouveau record de 33 trillions de dollars toute l'année 2025. C'est du jamais vu dans l'histoire. Bon. Ils sont en train, les volumes de stablecoins sont en train de dépasser, de battre même Visa et Mastercard largement, quoi. Truc de fou. Bon. Et c'est intéressant, le total, vous voyez, notamment de tous ces montants, donc de 33 trillions de dollars, eh bien, vous avez le USDC qui, à lui tout seul, en dollars, hein, bien sûr, indexé sur le dollar, eh bien, a fait 18,3 trillions de dollars. Hein. Bon. Et l'autre partie, c'est Tether, en fait. Donc, vous avez 98% vraiment du marché des stablecoins en dollars bah, qui sont basés sur les stablecoins dollars américains. Voilà. Et ça, c'est intéressant, vous avez la prévision de Amundi qui prévoit quand même un passage de tout ce qui est les fonds tokenisés à 120 milliards de dollars d'ici 2030. On est actuellement autour des 20 milliards sur le marché du RWA. Donc eux, ils pensent que le marché du RWA va faire un x10, enfin un peu moins, mais d'ici 2030. Bon, donc on verra bien ce que ça donne, hein. Moi, je pense qu'ils sont pas assez bullish du tout. Clairement, quand on voit ce qui se passe et la vitesse à laquelle vont les choses, je montrerai après les données, mais voilà. Et donc,
On voit très bien l'intérêt institutionnel, même des investisseurs, sur le marché du tokenisation d'actifs et notamment les actifs boursiers tokenisés. Eh bien, c'est Hondo Finance, la TVL. La TVL, regardez, je vous disais, ça continue de grimper et on a largement fumé les 2 milliards de dollars de TVL. Ça y est, ça explose à la hausse là. Vous avez vu, toutes les TVL sont en train alors, un petit peu de repartir à la hausse, à part VeChain notamment, donc là où c'est un peu bancal, sur la TVL. Mais là, Hondo Finance, on se pose même pas la question, hein. Clairement. Bon. Par contre, je le rappelle, hein, Hondo Finance, faites très attention. C'est très positif. Par contre, sur le court terme, on a le 17 janvier, donc c'est-à-dire demain. Ça, j'en profite pour bien vous prévenir. Attention, les amis. Il va y avoir le unlock. Et ça va être un des plus gros unlocks de tokens de l'année 2026, voire même, je crois, de plusieurs années. Donc, faites très attention. Demain, il peut y avoir une grosse volatilité sur Hondo Finance à cause de cet événement-là. Puisque je ne sais plus combien de tokens vont être débloqués, mais vraiment un gros paquet. Donc, faites attention. Si vous avez l'intention de faire des mouvements ou je sais quoi, ben voilà, soyez prudents parce qu'il peut y avoir une très forte volatilité sur Hondo Finance dès demain. Allez, je continue. Je passe maintenant à Chainlink, clairement, avec notamment donc un tweet de Chainlink, avec Bitwise, tout simplement, qui est passé sur Bloomberg. Donc, je rappelle, hein, Bloomberg Crypto surtout. Et ils ont en fait parlé de l'infrastructure de Chainlink. Et ils révèlent simplement que Chainlink, c'est l'infrastructure critique numéro un pour tout ce qui est la prédiction des marchés. Et je rappelle que la prédiction des marchés, c'est quelque chose qui est estimé à hauteur de trillions de dollars. Voilà. Donc, Chainlink, c'est vraiment je dirais, l'infrastructure pilier, et c'est logique quand on y pense, ils sont au cœur de la tokenisation des datas. Donc, sans les datas, vous avez absolument rien au niveau de l'économie, puisque l'économie est basée sur les datas, de toute façon. Bon. Donc, Chainlink, vraiment, je pense que ça va être là aussi une très très grosse surprise. 2026, je pense, ça va être du tonnerre, du feu de Zeus pour Chainlink, en tout cas au niveau des fondamentaux. Je pense qu'au niveau des fondamentaux, 2026 va tout exploser parce que tous ces projets, je pense que 2025, ça a vraiment été la construction de partenariats officieux, c'est-à-dire que on n'en parle nulle part, les médias. Bon, déjà, si vous demandez à quelqu'un dans votre entourage ou n'importe où, qu'est-ce que c'est la tokenisation des actifs, le RWA, on va vous regarder avec des billes, puis vous allez rentrer chez vous, voilà, tranquillement. 2026, je ne serais pas étonné qu'on commence à médiatiser le RWA, en tout cas dans la sphère un petit peu plus finance traditionnelle déjà, et économie traditionnelle notamment. Et ce qui me fait dire ça, c'est déjà l'article de CNBC, le documentaire de CNBC sur VeChain, notamment. Parce que je rappelle que VeChain, même s'ils sont pas dans la RWA financière, ils sont quand même dans le RWA au niveau des actions tokenisées, parce que VeChain sont très particuliers là-dessus avec la plateforme VBetterDAO. Et d'ailleurs, dans l'article de la CNBC, ce qui ressortait quand vous ai montré le résumé en gros du documentaire, c'était la plateforme VBetterDAO et l'impact écologique qu'avaient les applications sur le monde environnant, en fait. Voilà. Donc ça commence à sortir, ça commence à sortir, et là je pense que 2026 va être très intéressant justement pour tous les projets crypto en lien avec le RWA de façon directe, et non pas indirecte, vraiment directe. Donc je continue, toujours avec Chainlink hein, notamment. Eh bien là on a GM Trade, clairement. Ils ont construit une nouvelle marketplace pour la tokenisation d'actifs pour Solana, vous voyez, et ils ont vraiment mis le paquet sur ce qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire les marchandises. Et donc, au milieu des marchandises, eh bien, le top des actifs qui s'échangent, c'est l'or et l'argent. Donc, gold and silver, avec notamment le XAU gold et le XAG silver, hein, qui sont, je rappelle, des stable, alors c'est pas des stablecoins, mais des tokens ou des coins indexés sur l'or, la valeur de l'or en once et la valeur de l'argent en once. Donc, sur l'unité internationale troyenne, je rappelle. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils rappellent? Eh bien, ils ont rappelé que le lancement, vous voyez, de cette marketplace a été assuré grâce à l'intégrité
Et ils mettent pas intégré, d'ailleurs, ils mettent haute intégrité, oui, high integrity, au niveau des données des prix. Forcément, parce qu'imaginez, sur les, sur les plateformes, vous avez les prix du trading avec des faux prix ou des prix qui sont pas bien indexés sur l'or et l'argent, ben, je vous dis pas le bordel que ça affiche derrière, notamment au niveau économique. D'où l'importance de l'infrastructure Chainlink sur la tokenisation des data, en fait. Voilà, et on le voit très bien et tous les projets sont vraiment en train de se coller à Chainlink. On le voit, ça continue. J'ai encore un tweet de Chainlink qui annonce tout simplement, enfin, de la part du groupe CME, hein, donc c'est quand même pas rien puisque c'est le leader au niveau mondial des marchés des dérivés. Donc je rappelle que c'est un marché plus gros au monde qui, je crois que c'est, je me demande, c'est pas 1000 milliards de dollars, enfin c'est le même au-dessus de l'immobilier, pour vous dire, en termes de transactions, de volume. Bon, on va vérifier, mais en tout cas, voilà, c'est numéro un mondial, forcément. Tout le monde est à fond sur les dérivés. Et donc, eh bien, ils viennent d'annoncer tout simplement un partenariat, enfin, entre Link et Microlink pour les contrats futurs. Donc là aussi, pour l'intégrité des datas au niveau, tout simplement, de l'échange eh bien, économique pour les plateformes exchange, donc sur les dérivés. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une convergence totale et franchement à ce niveau-là, j'ai jamais vu ça. Tous les gros acteurs de la finance traditionnelle, mais aussi décentralisée et bancaire, sont en train de vraiment se faire réfugier dans Chainlink pour assurer leurs données, leurs data. Donc Chainlink, vraiment, je vous conseille de faire vos recherches, de regarder ce projet de très près, parce que je pense qu'aux côtés de XRP, pour moi, mes chevaux de bataille un petit peu pour l'avenir, entre guillemets, je vous le dis, hein, c'est donc Bitcoin, bien évidemment. Alors, vous avez Ethereum, clairement, sur la tokenisation d'actifs, mais vous avez aussi Chainlink et le XRP. Pour moi, avec Ondo, bien sûr, mais Ondo reste quand même dans la tokenisation des actions boursières. Donc, c'est un peu moins de volumes qui sont brassés par rapport à Chainlink qui, lui, est en train d'attirer des trillions et des trillions de dollars sur le marché, tout comme XRP avec, bien sûr, la tokenisation des paiements transfrontaliers où là, on a carrément une échelle monumentale. Voilà. Donc, c'est vraiment des projets. Pour moi, il faut viser des projets dans les AWA où c'est le plus large possible en termes de brassage d'argent de trillions de dollars. Voilà. Chainlink est parfait hein, pour ce cas-là au niveau des brassages de trillions de dollars. Et donc, effectivement, pour dire vraiment un brassage de trillions de dollars, bah, on y est quoi. Donc, réseau Swift bancaire, là c'est un tweet de Swift, hein, clairement, qui date effectivement du 15 janvier 2026, vous voyez, donc c'est hier. Et donc, il révèle effectivement que le futur de la finance digitale est interopérable, clairement. Et donc, le réseau Swift bancaire l'aide en gros à mettre en place en réel ce genre de choses. Et donc, ils ont révélé que ça y est, ils avaient complété, en fait, le premier essai de tout ce qui est l'interopérabilité de ces actifs digitaux avec, tenez-vous bien, BNP Paribas. Oh, d'où ils sortent, BNP Paribas? Hein, clairement, Securities Service, Intesa Sanpaolo, voilà, ici, et la Société Générale. Alors là, on a deux banques françaises. Ah, je suis bluffé, quoi. Bluffé. On me dit, ça qu'ils se mettent dans la crypto-monnaie, mais on croit rêver, on tombe sur la tête, quoi. Et donc, tout ça, à travers, bien sûr, leur filiale Forge, hein, Société Générale, je rappelle, ils ont mis en place la filiale Forge dédiée aux actifs spéculatifs, hein, on dit les actifs digitaux. Et donc, ça a permis, en fait, tout simplement, de démontrer comment le réseau Swift bancaire pouvait orchestrer des transactions sur des actifs tokenisés à travers de multiples plateformes. Donc là, on parle quand même de BNP Paribas et de la Société Générale qui sont en train de faire des transactions tokenisées. Voilà, en 2026. Bon. Donc enfin, on m'aurait dit ça il y a 5 ans. Ah, même pas en rêve, en fait. Voilà. Donc, ils sont revenus en plus sur le détail, et c'est là où ça devient hyper intéressant. Tenez-vous bien, accrochez-vous bien, hein. Donc, ce récent essai inclut donc l'interopérabilité ISO 222, j'en avais déjà parlé
il y a quelque temps, notamment avec l'annonce du réseau Swift bancaire qui, en novembre, il me semble, avait obligé toutes les banques à se mettre à la norme ISO 222. Et je rappelle que XRP et quelques projets crypto sont déjà sous les normes ISO 222, je vous rappelle. Donc, ils ont fait une interopérabilité entre les blockchains avec HSBC et Anti International, je crois que c'est ça, Ant International. Ils ont également travaillé avec Citi, donc groupe, donc voilà, encore une grosse banque de fou. Et surtout, ils ont fait le travail avec la Banque centrale en fait d'Australie et la Northern Trust. Voilà, donc le global leader dans la santé, je sais pas ce que c'est, bref. Voilà. Et surtout, c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'ils parlent de Chainlink. Donc là aussi, Chainlink est vraiment au cœur de tous les échanges internationaux là. Enfin, là, en quelques phrases, vous avez brassé plusieurs centaines de trillions de dollars là, en termes d'actifs sous gestion à travers tous les acteurs qu'il y a dans le tweet. Bon, voilà. Et donc, vous avez Chainlink qui est là et qui a été souligné dans son travail avec justement l'apport des assets, des actifs tokenisés sous la direction en fait du management des actifs de la division d'UBS, la banque. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une collaboration de plus de 30 banques globales à travers le réseau Swift bancaire et au milieu, vous avez bah, l'infrastructure Chainlink, simplement pour enfin, la gestion des data au final. Bon, bah, ça, c'est pas en vrille quand même. Donc 2026, je vous dis, ça va être chaud patate. Donc maintenant, donc Chainlink, vous avez compris, ils sont faux, ils vont vraiment tout balayer sur leur passage. Et maintenant, j'ai passé à Plume. Donc Plume, on va dire que voilà, c'est le projet très intéressant, qui a un énorme momentum et potentiel. Je vous l'ai déjà parlé la semaine dernière, mais qui est risqué beaucoup plus que les autres parce que bien sûr, il n'y a pas la preuve et il n'y a pas la traction peut-être qu'ont les autres projets. Bah, en termes de leadership, je veux dire. Puisque Plume, voilà, c'est un nouveau projet, mais qui peut, si il se révèle gagnant, vraiment exploser tous les compteurs. Donc je dirais que Plume, c'est le petit pari à vérifier au fur et à mesure du temps, mais qui mérite vraiment qu'on en parle. Et effectivement, Grayscale l'a compris, puisqu'ils ont listé tout simplement le Plume dans leur actif sous considération. Vous voyez clairement, et ça c'est au premier trimestre 2026. Donc là, il y a du gros potentiel pour ce projet, surtout qu'en plus, ça y est, ils ont fait un partenariat avec Gemstone pour tout ce qui est l'aspect des cartes de crédit tokenisées maintenant. Donc là, on parle quand même d'un marché extrêmement juteux. Donc eux, ils parlent d'un rendement donc, annuel en fait de 13% au niveau du yield, avec des partenariats avec Visa, Mastercard quand même, qui sont en cours, qui seraient en cours, c'est écrit, et sans risque au niveau des commerçants. Bon, après ça, c'est à voir comment ça marche précisément. Donc il y a le rapport, hein, il y a l'article qui est vraiment précisé là, et c'était écrit par la BSCN. Vous voyez, c'est pas Plume qui a fait le rapport, c'est la BSCN quand même, c'est la seule plateforme avec 1,3 million de followers. Bon, donc on voit que Plume quand même est en train de gagner du momentum, même si étonnamment c'est l'inverse qui se passe, et je l'ai montré la semaine dernière sur notamment la TVL. TVL, c'est un massacre, les statistiques, bon, ça en baisse, je vais vous remettre à jour tout ça bien sûr, mais les fondamentaux de partenariat, on va dire officiel et autres, ça c'est plutôt très bon signe. Donc c'est assez dissonance là, ce qui se passe, assez étonnant. Et surtout que là, effectivement, Plume, ils ont également eu un nouveau partenariat avec un nouveau stablecoin en fait, et Lorenzo Protocol, qui utilise désormais ben, le réseau Plume pour mettre en place l'accès au stablecoin et surtout, regardez, là encore, Chainlink. Enfin, Chainlink sont partout, quoi, on voit bien, hein. Donc on a vraiment un réseau d'interopérabilité extrêmement important et étonnant entre tous ces projets-là dans le RWA. Bon, et donc, avec tout ça, eh bien, Plume, au niveau des statistiques, regardez, alors, on continue de gagner des holders, mais à faible échelle quand même, parce qu'on a plus 1% sur 30 jours pour Plume. Donc, on a 284 859 détenteurs de RWA sur l'écosystème de Plume.
Les stablecoins, le market cap explose à de 17%, mais ça, c'est peut-être lié, je pense, à leur nouveau partenariat, notamment avec Lorenzo Protocol. Je ne serais pas étonné en tout cas. Vous avez bah, forcément tout ce qui est en lien avec les stablecoins qui est en train de monter plutôt à la hausse. Et par contre, sur le reste, notamment au niveau du represented asset value, bah, on voit que c'est toujours à la baisse. Et le distributed asset value, idem, tout comme les transferts de RWA sur les 30 derniers jours, on est à moins 5%. Et je ne parle même pas des stablecoins au niveau des volumes de transferts sur les 30 derniers jours, on est à moins 26%. Donc c'est plutôt mitigé sur Plume en termes de momentum actuellement. On est plutôt, je pense, sur une phase de stagnation, toute légère augmentation. Mais quand on fait le comparatif, regardez, avec le marché global du RWA, le nombre de holders, lui, explose de 10% sur le mois. Donc, le réseau Plume lui a a augmenté de 1% son nombre de holders, tandis que le marché global du RWA a augmenté de 10% quasiment son nombre de holders. Donc, on voit que là, il y a une baisse de momentum et de hype sur Plume au niveau des holders de RWA. Voilà, donc là, il faut se méfier, il faut faire attention. Et par contre, ce qu'il faut noter très intéressant, c'est que vous avez la Distributed Asset Value qui a plus 5,59% sur les 30 derniers jours, on est en train de repartir à la hausse. Et souvenez-vous, on a même explosé les compteurs, puisque là, en une semaine, on est passé de 19 milliards de dollars de Distributed Asset Value à 21,24 milliards. Donc le marché du RWA repart à la hausse en ce début d'année 2026, et on le voit très bien sur la courbe ici. Donc 2026, je pense vraiment qu'on va avoir de très belles surprises sur le marché du RWA globalement. Et forcément, si le marché du RWA de façon globale explose à la hausse, ça va bien profitable forcément sur toutes les crypto-monnaies qui sont liées directement ou indirectement au marché du RWA. Notamment, bah, je pense à Ondo, Chainlink, même Plume. Bon, voilà, c'est logique, hein. C'est là, on parle vraiment d'une bête analyse mathématique de flux entrant sur un actif. Un peu comme à l'image des ETF Bitcoin, plus il y a de capitaux, mieux c'est pour l'actif, hein, tout simplement. Voilà. Et donc au niveau de la TVL de Plume, c'est là où vraiment le bas blesse, je pense, actuellement sur le projet, c'est ça, c'est qu'on a un massacre, un tronçonneuse là sur la TVL de Plume, donc en dollars, mais également en nombre de plumes. C'est ça qui est pas bon. Je rappelle, hein, vraiment, je rappelle, ça qui est pas bon du tout pour Plume. Je me demande s'il n'y a pas eu un unlock de token pour que ce soit aussi brutal, parce que là, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir une telle. Enfin, tous les investisseurs sont donnés le ton en 2 jours, quoi. Enfin, ça me paraît peu probable. Donc, je pense qu'il y a eu un unlock de token. Alors, après, il faut que je vérifie, il faut que je trouve les sources, les. Voilà. Et ce serait pas déconnant, du coup, puisqu'on se retrouverait avec forcément, hein, enfin, une valeur totalement diluée sur la blockchain d'un coup. Bon. Donc attention, je m'attends aussi à ce qu'on ait, avec cette TVL qui a chuté, à une énorme chute des prix du token Plume. Je ne serais pas étonné non plus. Donc là aussi, faites très attention, les amis, à ce cadre-là. Un peu comme le Hondo, les tokens qui vont être débloqués normalement demain. Si je ne me suis pas trompé sur la date, normalement c'est demain, donc le 17 janvier, donc ouais, c'est ça. Donc faites attention là aussi, cet aspect, mais peut-être qu'il va pas avoir d'effet, parce que peut-être que ça a déjà été pricé, bref, on verra. On verra bien de toute façon. Voilà pour Plume, donc petit projet avec des fondamentaux qui avancent, on voit bien solide, mais sur le court terme, on voit bien qu'il y a quand même une baisse de momentum, donc attention à cet aspect-là. Allez, je continue. XRP. Alors, XRP, ça y est, eux, on continue de tout défoncer sur leur passage, hein, clairement. Puisque là, vous voyez, je suis sur Ripple. Alors, j'ai traduit. Alors, excusez-moi, le tweet, c'est Ripple, hein. Mais là, j'ai fait une traduction de Google, hein. C'est pas au point encore, effectivement. Où j'ai converti en français, quoi. Pour plus de confort. Voilà, parce que bon, on est d'accord, hein. Pas un expert en anglais, quoi. Bon, allez, pour vous dire, donc nous avons obtenu l'agrément préliminaire d'établissement de monnaie électronique auprès de la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise. Donc, ça y est, Ripple s'est tout simplement associé avec la société donc du Luxembourg, avec le Luxembourg tout simplement. Je vais repasser en anglais, ce sera mieux quand même, voilà, ce sera mieux. Donc, voilà, la licence institutionnelle sur l'argent électronique, enfin les monnaies digitales
de la Commission de surveillance du secteur financier, le CSSF du Luxembourg. Donc, ben, bien sûr, c'est énorme, hein, puisque le momentum est quand même global. Plus de 75 licences et registrations mondiales. Luxembourg, c'est pas rien, quand même 95 milliards de dollars, en plus de volume donc actuel, et on parle quand même de plus de 90% du marché FX, des monnaies. Donc voilà pour la bonne nouvelle sur Ripple, puis c'est pas fini, on enchaîne là. On enchaîne. Je vous parlais effectivement de BNY et de la volonté tout à l'heure de BNY de mettre en place tous les services de tokenisation des actifs. Eh bien, on y est, puisque BNY Global, eh bien, c'est maintenant mis en partenariat avec Ripple et, euh, et tout simplement sur le RLUSD. Voilà, donc c'est une collaboration tout simplement entre Ripple et BNY pour tout ce qui est la réserve et le gardiennage entre guillemets du stablecoin RLUSD sur fond bien sûr de tokenisation d'actifs, puisque on parle vraiment de BNY qui se lance dans les solutions de dépôt tokenisé. Donc on assiste vraiment à une ère intéressante et Ripple toujours. Donc là, bah, pareil, on parle du Luxembourg et en même temps ils ont entraîné, enfin avec le Royaume-Uni. Donc ça a été l'inverse plutôt. Ils ont d'abord eu la licence au Royaume-Uni, puis après ils ont enchaîné sur la licence au Luxembourg. Totalement dingue ce qui se passe sur Ripple. Ils sont en train de conquérir tout le marché européen quand même là en quelques semaines. C'est quand même assez incroyable à voir. Voilà. Bon, ça devient, vous avez vu, chaque semaine, ça devient presque la norme, hein. Ces nouvelles, ces partenariats, on n'entend pas dans les infos, dans les médias mainstream, hein. On parle de la pluie et de beau temps, mais ça, on n'entend pas parler. Donc, c'est pour ça, vraiment, je pense que c'est hyper important d'être. On est early là. On voit qu'on est hyper early. Cette technologie qui arrive sur les RWA, donc ça a pété, quoi. Ça a pété. Clairement, ça a pété vers le haut quand on voit ce qui se passe. La TVL, donc pour le XRP, donc là, ça stagne. Vous voyez, on a eu une petite baisse et ça a été en corrélation avec les prix du XRP. On a eu une augmentation de la TVL là, début janvier, en corrélation avec l'augmentation des prix du XRP, hein. Quand même, ça c'est phénoménal, la corrélation qu'il y a entre les prix du XRP qui est très fort et la TVL. Et là, on est en train de subir une petite correction comme on le voit ici. Bon. Voilà, rien de plus de particulier à dire sur la TVL du XRP, si ce n'est qu'on est en phase un peu de stagnation quand on prend la moyenne des courbes. Allez, je continue et maintenant j'ai passé, vous voyez, au narratif IA. Parce que là j'ai fait le RWA en termes de projet, j'ai mis à jour les projets. Ah, vous avez vu que c'est extrêmement positif, hein, que ce soit du Bitcoin, Ethereum, jusqu'à même VeChain, hein. Alors la TVL est éclatée au sol ou même Plume, les fondamentaux continuent d'avancer. Et c'est ça le plus important sur un projet, je le rappelle. Donc maintenant, je passe au narratif IA, et là aussi, donc vous avez fait, moi je parle beaucoup de Aethir Cloud, qui est quand même un projet très intéressant, surtout qui rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise. Donc là aussi, fondamentaux extrêmement solides. Je vais vous refaire le récapitulatif là, de ce qui se passe sur Aethir sur la début d'année 2026. Donc je rappelle qu'ils ont un partenariat déjà Aethir Cloud avec donc l'entreprise Oncologie qui s'est renommée, rebrandée Axe Compute. Comme vous pouvez voir ici, voilà, c'est celle-là, cette entreprise-là. Donc c'est une société quand même, c'est pas une énorme société, mais elle est quand même cotée en bourse au niveau du Nasdaq. Donc c'est pas rien. Société méconnue, mais qui brasse quand même quelques billets. Et donc, cette entreprise est désormais la première entreprise cotée en bourse à annoncer son intention de développer son activité grâce au cloud GPU décentralisé d'Aetia. Donc là, on commence vraiment à avoir en plus des cas majeurs d'utilisation d'entreprises. Donc c'est énorme. Une étape majeure visant à démocratiser le calcul distribué à l'échelle mondiale au sein des entreprises. Et je pense qu'on est vraiment, en plus on prend le contexte économique global et géopolitique sur l'IA et surtout sur la puissance de calcul, les GPU, les puces, etc., parfaitement dans un narratif, un qui va exploser, bon, ça on le sait, c'est évident, un narratif IA, voilà, mais en plus derrière, la demande croissance forcément des GPU. Et là, ce genre de projet, je pense, arrive-t-il au bon moment? Après, c'est mon avis. Encore une fois, je peux me tromper, hein, les amis. Il faut faites vos propres recherches, regardez un petit peu l'ensemble du marché, parce qu'il n'y a pas que Aethir Cloud, hein, il y a aussi Render, qui est bien plus connu, et qui a sa propre ligne de conduite sur l'offre de GPU, notamment décentralisée.
Mais iTier, pour moi, a quelque chose de plus. Ils sont moins connus, donc peut-être plus risqués sur ce point de vue-là, mais par contre génèrent beaucoup plus de revenus. Voilà. Par contre, ils sont moins légitimes et moins connus que Render. Parce que Render fait plus longtemps qu'ils existent. Et puis iTier, je rappelle, le seul bémol de iTier Cloud, c'est qu'il n'y a pas d'audit qui prouve qu'ils ont bien gagné les revenus qu'ils annoncent. Il y a des chiffres blockchain, hein, c'est-à-dire on peut analyser les chiffres sur la blockchain, ok, mais il n'y a pas encore d'audit officiel d'entreprises indépendantes qui viennent certifier tout ça. Voilà, ça, c'est le problème encore, je pense, là où il faut se méfier sur iTier Cloud. Mais par contre, si le jour où ils ont un audit indépendant qui leur valide tout ça, mais alors là, c'est du pain béni, quoi, en gros, hein. Donc, je continue, toujours sur iTier. Vous voyez, très intéressant déjà, le fait que, bon, si on a quand même une entreprise du côté en bourse, Nasdaq, qui utilise déjà le cloud GPU décentralisé d'Aetier officiellement, bah, c'est que c'est pas des rigolos en fait, hein. Aetier, c'est pas des rigolos. Voilà. Déjà un signal très intéressant sur le fondamental solide, la santé du projet Aetier Cloud. C'est mon avis. Ensuite, là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a toujours à Ethier, hein, qui fait la référence et le comportement, si vous voulez, de la demande, de l'offre et de la demande sur le GPU en fonction du temps. Et on voit bien que là, depuis 2010, l'évolution est vraiment explosive sur justement tout ce qui est les puces informatiques et donc le GPU derrière. Et donc la demande en IA, oui, c'est noté, c'est Aetier qui le dit, hein, croît plus vite que l'évolution des puces. Donc ce n'est pas en agrandissant les centres de données que l'on résout le problème, mais grâce aux calculs distribués. C'est cet avenir que construit Aethir. Donc effectivement, je trouve qu'Aethir est parfaitement inscrit dans la lignée d'optimisation en fait de l'utilisation du GPU plutôt que de mettre des gros centres de données un peu dans les déserts là. Bon, voilà. Et donc effectivement, on le voit cette courbe-là que avec l'arrivée de tous les chats GPT, Claude, Gemini, tout ça, bah forcément la demande en compute GPU, bah, elle est en train vraiment d'exploser alors qu'on n'arrive pas à suivre la demande. Donc là, vous imaginez déjà le contexte là, dans lequel on se met, ça rappelle énormément en fait le contexte de l'argent physique. Avec l'argent physique, ça a été pénurie d'argent parce que l'offre d'argent, ben, c'est lié aux mines, aux productions minières, ça dure quelque temps, ils arrivent à compenser avec les ETF, oui, l'argent papier, entre guillemets, mais ça n'a pas duré 36 000 ans, hein. Ça a pété, et faut constater que l'argent a fait un x2 quasiment en 3 mois, quoi. Bon. Donc, c'est en train, je pense, c'est quelque chose qui peut se passer sur tous les projets comme Aetier qui fournissent du GPU parce que le GPU va devenir une ressource très précieuse pour l'IA qui va être en voie de disparition. Enfin, j'exagère, mais plutôt qui va avoir du mal à combler la demande. Voilà, et qui est une demande qui va continuer encore plus à monter au fur et à mesure du temps, parce qu'on le voit que ChatGPT, Gemini, Claude, il n'y a pas un seul jour où on n'a pas une mise à jour où ils améliorent des choses, ils améliorent l'intelligence artificielle, et donc ça demande encore plus de GPU, ainsi de suite. Enfin, des puissances de calcul. On y est, quoi. Et donc, on continue toujours avec le narratif IA et AITIR pour dire vraiment comme c'est intéressant. Donc, ils le disent, hein, donc l'intelligence artificielle ne ralentit pas à la demande et ils estiment que tout ce qui est l'économie liée à l'intelligence artificielle va atteindre un 250 milliards de dollars très prochainement. Et donc, ce qui se passe, il se passe que tout simplement, on a vraiment un problème avec ce marché-là parce que ça va faire exploser les coûts, notamment dans les clouds centralisés. Donc là, je pense à Amazon, notamment avec le AWS d'Amazon. Eh bien, forcément, tout ça, la demande va être telle que bah, toutes ces entreprises-là elles vont faire exploser les coûts au final des clouds centralisés. Donc, c'est pour ça que là, c'est hyper intéressant d'avoir des projets comme Aichi, ou même Render, hein, si vous voulez vous mettre dans quelque chose de plus connu par rapport à la norme. Il y a Render qui est très connu là-dessus pour avoir du GPU décentralisé, simplement. Et donc, c'est là où c'est intéressant. On va encore plus loin dans l'analyse du projet Aichi. Donc là, je suis carrément sur leur site internet avec notamment cet article. Donc, le calcul GPU tokenisé. Ah. Donc là, vous imaginez le délire, on est en train
d'associer le narratif RWA avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, on parle de ATH, donc le token de Aethir, comme infrastructure d'IA liquide. Donc, découvrez comment le cloud GPU décentralisé d'Aethir permet la tokenisation des ressources GPU. Mais alors là, voilà. Bon, c'est. Donc, moi, je dirais que pour valider ce projet, un peu comme les autres projets hein, que je présente, il y a juste l'audit financier qui permet de réellement valider que ce qu'ils annoncent, qu'ils affichent sur Internet, c'est bien la réalité. Voilà. C'est qu'on n'a pas cet audit-là, je vous engage à être très prudent, même si vraiment ils ont l'air d'envoyer du pâté quand même, parce que ils ont déjà un partenariat avec une grosse entreprise cotée en bourse. Ils ont effectivement bien des GPU, hein, vous voyez sur la blockchain, enfin, il y a des cas d'utilité, mais soyons prudents malgré tout sur les chiffres, surtout sur une entreprise quand même aussi jeune, puisqu'elle date d'il y a à peine quelques mois, voire un an ou deux. Voilà. Donc, mais à surveiller. Voilà, je pense que c'est un projet vraiment dans le narratif IA à surveiller de très près. Un, parce que le narratif explosif, déjà, et deux, parce qu'ils s'inscrivent en plus pile poil dans la niche où la demande va être précise. Voilà. Je pense, en tout cas, vu ce qui se passe. Et en plus, il permet de tokeniser. Alors là, foutu quoi. Et donc, tu me fais dire ça, c'est que regardez le bordel. Là, j'ai un article de Le Monde, hein, toujours dans le narratif IA. Taïwan et les États-Unis signent un accord commercial pour abaisser les droits de douane de 20% à 15%. Donc, en contrepartie, c'est là où maintenant on attend la douille pour Taïwan. C'est les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs s'engagent à investir au moins 250 milliards de dollars aux États-Unis pour y développer la production de quoi? De puces de semi-conducteurs. Voilà. Donc, on est vraiment sur un giga accord, clairement. Et l'enjeu, c'est la production de puces et donc derrière, de GPU, en fait, clairement sur un narratif IA à une échelle mondiale. Donc là, en plus, on est je rappelle, dans un contexte où Taïwan, il y a la Chine au milieu. Bon, donc le narratif IA est tellement important que malheureusement, je ne serais pas étonné qu'on soit dans quelque chose, tu peux engendrer un conflit de ressources au final, un conflit de ressources, un peu à l'image de Trump qui a envahi, enfin il n'a pas envahi, mais il a attaqué le Venezuela pour les ressources pétrolières, hein, faut pas la drogue et Maduro, ils ont bon dos, hein, mais je vais pas rentrer dans le débat, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste que ça me f enfin, voilà, l'objectif de Trump, c'était pas vraiment de condamner, Maduro, c'était de prendre les ressources pétrolières du Venezuela. Ah, il l'a déclaré en plus plusieurs fois derrière, il l'a avoué. Enfin, il se cache même pas. Ça, c'est bien avec Trump, c'est qu'au moins lui, il est pas hypocrite, c'est pas comme les autres. Il dit quelque chose, il dit: «Oui, effectivement, je veux vous douiller, je vais vous douiller». Bon, voilà, c'est au moins on peut dire ça. C'est clairement. Donc, on voit bien que s'il y a un accord comme ça entre Taïwan et les États-Unis, c'est que il y a vraiment un véritable enjeu de ressources naturelles. Je dis naturelles, mais c'est pas naturel, hein, c'est les puces, les GPU, sur l'échelle de l'IA. Voilà. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de cet aspect-là, je pense, en tout cas. Donc deux narratifs vraiment qui sont en train d'exploser, c'est la tokenisation d'actifs, l'intelligence artificielle. Après, faut trouver les bons chevaux de bataille, en fait. Voilà, donc la tokenisation d'actifs, c'est pas très compliqué. Il y a Chainlink, Ondo, bon voilà, c'est le top du top, XRP également. Et dans l'IA, vous avez Render, après vous avez BitTensor et tout, mais là, c'est plus sur les agents autonomes. Moi, je pense que l'IA, le narratif IA où on peut être sympa pour un investisseur, c'est vraiment voilà, la demande en GPU et, euh, et l'apport de. Parce que je rappelle que le projet Aethir Cloud, là où c'est très intéressant, c'est qu'il permet de faire baisser les frais de location de GPU hein, de 86%. Donc, par rapport à AWS, Amazon et tout, Aethir est extrêmement juteux à utiliser au final. Bon, c'est ça l'intérêt.
Allez, je continue. Donc j'ai fini les amis pour les projets crypto, hein, vous voyez comme ça, une narratif IA. Maintenant, j'ai passé aux actus crypto plus générales, avec toujours tout ce qui est l'aspect de tokenisation d'actifs et également bah écoutez, d'IA. J'avais oublié. J'ai encore un article sur l'intelligence artificielle, j'avais totalement zappé. Bon, bah, Cointelegraph France, vous voyez, le PDG de Nvidia affirme que la demande en ressources de calcul explose. Ah bon, vous voyez, voilà. Donc le PDG de Nvidia, donc Jensen Huang, affirme qu'une course massive à la puissance de calcul dédiée à l'IA est en cours. Ah bah, vous voyez ce que je vous disais au final, hein, ce qui soulève des questions de la part de ces ressources qui restera disponible pour le minage des cryptos. Ah, parce qu'il y a ça aussi, le minage de crypto avec au milieu. Bon. Donc on n'est pas sorti de l'auberge hein, là-dessus. Ensuite, Cryptost.fr, Société Générale Forge intègre son stablecoin euro sur le réseau mondial Swift. Donc, j'avais montré tout à l'heure le tweet de Swift qui mentionnait notamment le travail avec Société Générale Forge. Eh bien, effectivement, bah là, on a l'article qui parle de Société Générale directement. Donc c'est bien, effectivement, la Société Générale se trouve à l'avant-poste de l'innovation numérique avec le lancement de son stablecoin Euro Convertible EURCV, un token qui vient d'être injecté pour la toute première fois sur le réseau mondial SWIFT. Bon, donc ça avance à toute allure là. Journalducoin.com, stablecoin Bank of America craint de perdre 6 000 milliards de dollars à cause de la concurrence des cryptos et donc surtout des stablecoins. Donc on voit que les banques n'ont pas le choix que de s'y mettre. Elles ont compris, les banques, que si elles ne se mettaient pas au stablecoin, elles allaient être rayées de la carte. Et là, on ne parle pas effectivement de quelques petites centaines de milliards, on parle de 6 000 milliards, c'est-à-dire 6 trillions de dollars là. Voilà, donc en gros, ça vous fait couler tout le marché bancaire. Ils sont tous sur des rotules là, les banquiers. Allez, je continue. Cointribune.com, Franklin Templeton met à jour ses fonds monétaires pour la finance tokenisée et les stablecoins. Bon, c'est vraiment, toutes les semaines, c'est comme ça, hein. Cryptost.fr, Spico obtient son agrément pour conquérir l'Europe avec ses fonds monétaires tokenisés. Donc la fintech française, encore la France là, bien, vient de décrocher le statut de société de gestion MIFID auprès de l'ACPR et de l'AMF, lui ouvrant la porte du marché européen. Un coup d'accélérateur pour cette pépite qui gère déjà plus de 400 millions de dollars d'actifs tokenisés à peine 2 ans après sa création. Ça, c'est bien. Voilà. Donc là, la France, franchement, si on pouvait tirer notre épingle du jeu et surtout ne pas vendre qui marque aux Américains ou à l'étranger, ce serait pas mal. On continue comme ça. Ça, c'est bonne nouvelle. Et enfin, allez, je finis sur leséchos.fr. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu ça, alors, c'est pas pour critiquer les échos, hein, pas du tout. Mais quand je vois que ça parle, là, de crypto, sur les échos, et surtout de stablecoin, c'est là où je me suis dit, ouais, vraiment, ça commence à, ça commence à faire bouger les choses, là. Clairement, ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie, parce que ces milliards de revenus qui pourraient échapper aux banques dans les paiements. Accenture a calculé que 13 000 milliards de dollars de volume de transactions pourraient passer par des méthodes alternatives de paiement, notamment en numérique. Ces dernières continuent de gagner en attractivité. Voilà, on y est. On est en train de changer de paradigme économique et donc bientôt de paradigme social. Voilà, parce que l'économie est à la base du social, on le sait. Donc on y est. Voilà. Et on le voit avec l'Iran notamment. Donc tout l'ancien système traditionnel dinosaure avec l'euro, le dollar, tout cet aspect-là, dirigé par des banques centrales, en fait, qui n'ont plus les leviers d'action pour réellement juguler l'inflation, entre guillemets, tout ce monde va tomber à la trappe, hein, clairement, plus ou moins brutalement. Par exemple, l'Iran, bah, ça a été brutal pour eux, parce que c'est dans un contexte de révolution, mais nous, on n'est pas à l'abri que ça nous arrive la même chose, brutalement. Voilà. Ça peut être lentement ou brutalement. Bon, est-ce que vaut pas mieux que ce soit brutal pour au moins c'est un bon coup de poignard et on va dire on n'en parle plus plutôt que d'être cuit à la petite à petit feu, vous voyez, comme des grenouilles, hein. À voir, hein, chacun son truc. Mais en tout cas, voilà, on y est. Les stablecoins, vous voyez, il y a un enjeu également même de guerre monétaire et enjeu économique à travers les stablecoins, qui prennent de l'ampleur. Et donc maintenant, bah, je passe sans transition directe à l'or et l'argent. Donc l'or et l'argent, bah, regardez cette semaine, ils ont tout simplement pulvérisé encore les records. Et donc l'or a atteint un nouveau sommet historique de 128 631 euros.
On est quasiment dans les 130 000 euros. Donc le kilogramme 24 carats, donc du jamais vu, hein, clairement. C'est du jamais vu. Et l'argent, eh bien écoutez, l'argent, c'est même histoire. Nouveau record historique. Vous voyez, donc depuis la semaine dernière, nous étions à 2216 euros le kilogramme donc d'argent pur. Et aujourd'hui, nous sommes à 2508 euros et on a eu un plus haut, tenez-vous bien, à 2601. L'argent, voilà. Et je pense que l'argent, ça va continuer, tout simplement parce qu'il y a toujours une pénurie sur les marchés de l'argent et ça va, c'est encore le problème encore plus grave qu'il n'y paraît sur la pénurie d'argent, parce que vous avez un déficit structurel de besoin en argent qui est 4 fois plus grand, en fait, que la demande d'argent physique. C'est-à-dire que les banques se sont prêtées, en fait, se sont engagées sur, je crois, c'était 4,4 milliards de dollars ou 4,4 milliards d'onces, je crois, si je dis pas de bêtises, de millions d'onces, ou milliards d'onces d'argent, alors qu'au final, il y a 4 fois moins d'argent disponible sur le marché. Bon, donc les banques sont la merde en fait. Voilà, faut dire non. Et si ça continue de monter en plus l'argent, bah, ça va être de pire en pire pour elles. Donc le marché papier, l'argent papier est en train de s'effondrer littéralement. Et donc on est en train de revenir tout simplement à la case argent physique. Voilà, et c'est pour ça qu'on commence à avoir de plus en plus de dissonances entre les prix sur d'autres continents, notamment j'en ai parlé la semaine dernière, notamment en Chine ou Dubaï par exemple, où l'argent physique est au-dessus des 100 dollars, alors que nous, en Occident, nous sommes encore en dessous des 100 dollars l'once. Bon. Donc ça, bah, ça va pas durer, hein, faut pas rêver. L'once d'argent, je le vois en Occident, forcément va finir par rattraper, puisque comme le système papier est en train de s'effondrer sur l'argent, on va revenir à des basiques physiques. Et donc on va repasser les 100 dollars. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'encore que l'argent reparte pour moi à la hausse, et je pense qu'on n'a encore rien vu sur la montée de l'argent. Sur l'or, je suis moins catégorique parce que l'or, il n'y a pas de pénurie, c'est vraiment un besoin structurel des banques centrales, notamment de la banque des BRICS, euh, avec la nouvelle monnaie, vous savez, unique, où ils ont mis leur étalon or en place. Voilà, ça, c'est des achats massifs des banques centrales, des membres des BRICS, pour, en fait, quelque part, se dédollariser, et puis surtout pour... parce qu'ils ont compris qu'au final, bon, on est dans la merde, hein, au niveau économique. Donc, il n'y a rien de mieux que de se mettre dans les valeurs refuges. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ce consensus-là. En tout cas, et c'est aussi parce que bah, tout le monde est inquiet, enfin, beaucoup de personnes, de plus en plus d'investisseurs sont inquiets, donc se réfugient dans l'or. C'est la valeur refuge numéro un mondial, hein, devant même le Bitcoin, puisque ça a 5000 ans, et puis pas tout le monde ne s'intéresse au Bitcoin également, ou ne croit au Bitcoin. Bon, donc voilà un peu le tableau. Si je dois conclure la vidéo, ben écoutez, Bitcoin, RWA, IA, on a de très beaux jours devant nous sur ces narratifs-là. Sur l'or, l'argent, je pense que l'or, c'est pas fini parce que tant qu'on a une instabilité géopolitique, on aura de la peur et donc de l'intérêt à mettre de l'argent dans l'or, simplement. L'argent, je ne me pose même pas la question, l'argent, ça va monter parce qu'il y a une pénurie, donc pas chercher à comprendre. Voilà, donc vous avez vu que là, franchement, on commence 2026 en fanfare, hein, clairement, avec des bonnes nouvelles, entre guillemets, sur les narratifs crypto, l'or et l'argent. Voilà. Donc, je vous engage également voilà, humblement, hein, à vous intéresser également à des banques étrangères, notamment, et surtout des monnaies étrangères hors euro. Parce que vous voyez, ce qui m'a vraiment déclenché le signal, c'est l'Iran. Bon, qu'on puisse perdre une valeur aussi vite sur une monnaie fiduciaire, alors c'est l'Iran, ça a toujours été instable, on est d'accord, mais quand même, quoi. Quand même. Donc nous, avec l'Europe et tous les malades là, qui poussent à faire la guerre avec la Russie, bon, on n'est pas à l'abri qu'on ait un événement comme ça qui nous casse l'euro en deux ou en trois, voire plus. Bref, ouais les amis, bon écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et puis ça fait toujours plaisir, hein, vraiment de partager les avis et puis de soutenir la chaîne, hein, vraiment.
à vous abonner également parce que plus on est, ensemble et mieux c'est clairement. Et puis sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La bise, prenez soin de vous, ciao.